Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne Tortoise Lightness. Est-ce que la nuit noire de l'âme, ça te parle? Oui? Non? En tout cas, moi, je t'en parle maintenant. Alors c'est ma deuxième vidéo sur le sujet, j'en ai publié une première, c'était d'ailleurs la première de ma chaîne. J'avais annoncé que j'allais la supprimer, maintenant j'annonce que je la laisse. Si ça t'intéresse de la regarder, si tu as envie d'en avoir encore plus. Mais grosso modo, dans cette vidéo, je vais reprendre quand même ce que j'ai dit dans la première. Mais voilà, j'ai voulu la refaire pour qu'elle soit un peu plus claire. Elle va être longue, alors je t'annonce, elle va être longue. Donc tu t'assois, tu prends ton temps. Je vais mettre dans la description une sorte de timeline pour dire à quel moment je parle de quoi. Comme ça peut peut-être, si tu as besoin de faire une pause et du coup savoir à quel moment t'es pour pouvoir reprendre plus tard, il n'y a pas de problème. Je sais que je pourrais la couper en deux, mais j'ai la flemme, tout simplement, donc ça sera juste une longue vidéo. Content? Prêt? C'est parti! Alors d'abord, première information, j'ai déjà un truc dans l'œil, la vidéo va être longue. Première information super importante de cette vidéo, c'est que si tu connais un épisode d'effondrement psychologique ou tout du moins des troubles psychologiques qui sont arrivés d'un coup, même petit à petit, en fait peu importe, la première chose quand même à faire est d'aller voir un médecin. Pourquoi? Parce que parfois, ces troubles-là surviennent à cause d'un problème physique. Ça peut être une maladie auto-immune, ça peut être une tumeur, ça peut être un dérèglement hormonal et d'autres choses. Je ne connais pas tout le jargon médical et tout ce qui peut causer ce genre de problème, mais c'est important de quand même t'assurer avant de commencer n'importe quelle thérapie que cela vient réellement d'une cause psychologique et non physique. La nuit noire de l'âme, qu'est-ce que c'est? Alors en fait, il y a beaucoup de personnes qui en parlent, qui ont un peu leur définition en quelque sorte, et je t'invite d'ailleurs à te renseigner. Enfin, moi j'invite toujours tout le monde à croiser leurs sources, à croiser les expériences des uns et des autres, parce que je trouve que c'est ça qui est hyper intéressant et à trouver finalement ce qui toi te parle le plus. En tout cas, de comment moi je l'ai perçu, vécu et ma propre interprétation. La nuit noire de l'âme, c'est comme une crise de l'âme où en fait tu sombres et tu vis une perte totale de sens sur ta vie, sur tes croyances. Résultat, tu plonges au plus profond de tes peurs et la seule chose que tu as envie, en tout cas c'était le cas pour moi, c'est vraiment de faire marche arrière et espérer que ce, cet état ne soit jamais arrivé. Si tu vas voir un psychologue ou un psychiatre, généralement ils vont appeler ça un effondrement psychologique, une sorte de dépression, burn-out, etc. Et finalement, ça s'en rapproche. C'est un peu comme si toutes tes barrières mentales que tu avais créées, un peu comme si tu avais créé une maison au fur et à mesure de ta vie. Et d'un coup, les fondements s'effondrent et il y a tout qui s'effondre avec et toute la maison est à terre. C'est vraiment ça, cette sensation. Et tu te retrouves juste détruite de l'intérieur. C'est vraiment cette sensation. Détruite. Je parle au féminin, donc je veux dire détruite. Du coup, c'est assez difficile à décrire parce que je pense que ça, c'est un peu différent chez chacun, même si je pense que le fond reste quand même le même. Mais à mes yeux, c'est un gros coup de pied au cul que la vie te met tout simplement, que ton âme a choisi de vivre, ça je le pense aussi profondément. Et ce grand coup de pied au cul va te permettre de vivre une transformation intérieure incroyable. Entre nous, quand tu y es, tu crois pas du tout à ça. Tu as juste l'impression que tu deviens fou, que tu perds totalement la tête, que tu vas finir en hôpital psychiatrique à vie, ou alors que tu vas finir par sauter d'une falaise. Voilà, c'est très joyeux, hein, n'est-ce pas? Qui le vit? Alors là, il y a plusieurs discours aussi pareil. On va souvent entendre ou lire que ce sont des personnes qui sont en développement personnel depuis des années ou sur un chemin d'éveil spirituel. Et c'est un peu l'épreuve ultime de l'âme. Je suis pas forcément d'accord. Après, quand moi ça m'est arrivé, je cherchais pas mal de témoignages de personnes qui vivaient la même chose. Et force est de constater que certains vivaient des choses quand même très très similaires à moi, sans pour autant être dans le développement personnel ou une quête spirituelle, etc. Par contre, je pense que le fait d'être là-dedans, quand tu vis cet effondrement psychologique, quand tu es vraiment dans une nuit noire de l'âme, d'avoir finalement des connaissances ou
quelque chose qui te raccroche à la dimension du développement personnel, de la spiritualité, c'est vraiment un atout. Donc en soi, je dirais que ça peut arriver à n'importe qui, même à quelqu'un qui n'est pas du tout là-dedans. Mais ma croyance à moi, enfin en tout cas ce que j'en ai tiré de tout ça, voilà les réponses que j'ai trouvées par rapport à ça, c'est que si ça t'arrive, c'est vraiment pas pour rien. C'est que quelque part, j'aime pas trop dire ça parce qu'on m'aurait sorti ça à l'époque où moi je l'ai vécu, j'aurais eu envie de taper la personne tout simplement, mais je pense sincèrement que c'est ton âme qui l'a choisi à un moment donné, et si elle a choisi de passer par là, c'est qu'il y a une raison très profonde et que c'est à toi de la trouver. Combien de fois tu le vis dans une vie? Alors là, pareil, certaines personnes, j'ai entendu certaines personnes dire qu'elles l'avaient vécu plusieurs fois. Je sais pas, je ne connais pas tout le monde, je ne suis pas dans la vie de tout le monde, donc je n'ai pas vraiment de réponse à ça. Moi, je pense que tu en vis quand même une principale, et peut-être que dans ta vie, tu as effectivement plusieurs chocs psychologiques ou autres qui te font vivre des sortes de mini nuit noire de l'âme, je sais pas trop si ça existe. Enfin, je sais pas, moi je me dis dans ma vie, j'ai eu des moments de grand bas où effectivement il m'arrivait des choses qui me mettaient face à des fausses croyances que j'avais, ou qui un peu brisaient une illusion que je m'étais donnée. Par exemple, la première fois que j'ai perdu, quand j'étais petite, mon chat qui s'est fait percuter par une voiture, c'est la première fois que je me suis rendu compte que je pouvais perdre un être que j'aimais de façon totalement inattendue, soudainement, sans être préparée. Et je sais qu'à cette époque, pour moi, ça a été mon premier deuil, dans le sens où j'étais confrontée à la perte d'un être que j'aimais énormément. Et j'ai eu beaucoup de mal à rebondir, j'en ai pleuré pendant des années, vraiment. Du coup, ça ressemble un peu à la nuit noire de l'âme, dans le sens où ça m'a mis face à quelque chose que je ne voulais pas voir, que je pouvais perdre un être cher comme ça. Mais en fait, c'est quand même différent parce que j'avais encore un sens à la vie, un sens à tout. La nuit noire de l'âme, c'est vraiment différent parce que c'est comme si ça te sortait, t'es vide quoi. Et par exemple, l'autre fois où j'ai un peu vécu quelque chose d'assez dur qui, pareil, m'a mis face à des fausses croyances que j'avais, etc., c'est lors de ma première rupture amoureuse. J'étais dans cette idée que de l'amour unique, que la personne avec qui j'étais très amoureuse, c'était l'homme de ma vie, etc. Et le jour où ça s'est terminé, ça a été pour moi une grande désillusion en fait. Je me suis dit merde, en fait, c'était dur à accepter quoi. C'était vraiment, ça m'a sorti d'une croyance que j'avais en fait. Mais les deux événements effectivement m'ont beaucoup finalement apporté et permis de sortir des illusions que je m'étais mises dans la tête en quelque sorte. Mais c'était quand même si j'en ai beaucoup souffert de ces événements-là, qui ont été assez forts au niveau émotionnel, comparé à ce que j'ai vécu après lors de la nuit noire de l'âme, ça n'a rien à voir. J'en ai énormément souffert et je minimise pas du tout ces événements-là parce que ils étaient hyper importants. Enfin, tous les événements de ce genre sont importants en fait dans la vie d'une personne. Il faut surtout jamais les minimiser. Mais j'essaye en fait de t'expliquer, si t'as pas encore compris, mais peut-être que t'as bien compris la nuance, mais voilà, d'expliquer cette nuance entre ce que je considère la nuit noire de l'âme, qui est pour moi vraiment une épreuve psychologique intense, et des événements que tu vas vivre relativement traumatiques dans ta vie, qui vont aussi te permettre d'évoluer. Mais la nuit noire de l'âme, c'est quand même quelque chose d'un peu plus costaud, quoi. Ça y va pas de main morte, comme on dit. En fait, la différence, c'est que quand tu vis des trucs traumatiques dans ton enfance, c'est ton ego qui en prend un coup. Ton ego, ta fierté, ton orgueil, bam, ça en prend un gros coup. La nuit noire de l'âme, ton ego, il est anéanti. C'est tout. Il est anéanti. C'est même pas qu'il prend un coup, c'est qu'on l'a massacré avec une matraque, tu vois, et on l'a laissé par terre et on continue à le taper. Bref, c'est hyper joyeux comme image, quoi. Mais c'est vraiment ça la différence, je trouve, quoi. Les deux sont hyper intenses à vivre, je dis pas. Je sais très bien qu'il y en a qui vont vivre des décès, des ruptures amoureuses de manière extrêmement intense, au point que certains vont se donner la mort. Donc je dis pas que c'est moins dur. Je sais à quel point ça peut être dur. Je dis juste qu'il y a quand même une nuance, et c'est ça que j'essaie d'expliquer. Voilà. Mais de passer par là, en fait, ça te force à puiser au plus profond de toi, dans tes ressources. Et c'est en ça que c'est hyper intéressant. C'est qu'en fait, vu qu'on t'a tout enlevé,
C'est soit tu continues à tomber dans le vide et tu t'écrases comme une pauvre merde, ce qui peut arriver parce que c'est vraiment pas simple, ou t'arrives avec de l'aide, c'est important l'aide de l'extérieur, mine de rien, c'est très important, mais avec de l'aide tu peux réussir à puiser en toi des ressources insoupçonnées et là, il y a quelque chose d'assez fabuleux qui se passe. Qu'est-ce qui déclenche une nuit noire de l'âme ? Je pense que c'est propre à chacun. Je pense que des fois, ça peut être un événement traumatique, comme je parlais avant, le décès de quelqu'un, etc. Tu vois, quelque chose qui est tellement fort que d'un coup, ça te vide de tout le sens que tu as donné à la vie, voilà, ça te vide. Ça peut être une maladie aussi qui d'un coup te fait prendre conscience de choses et te fait plonger. Des fois, ça peut être juste une prise de conscience. J'avais vu des témoignages d'une nana un jour, elle a juste eu une prise de conscience et juste comme ça, et ça l'a fait sombrer sans rien. C'était juste. Je pense que c'est difficile à dire. Je maintiens que c'est un choix de ton âme qui a décidé de vivre ça. À un moment de ta vie, il y a une partie de toi qui considère que tu es prêt à passer niveau supérieur et voilà, il y a un déclencheur quoi. Pour ma part, ça a été la prise d'un psychédélique qui m'a déclenché tout ça, de la marijuana, cannabis. Alors tout le monde ne le considère pas comme du psychédélique, mais moi c'est le cas. Peut-être qu'un jour je l'expliquerai pourquoi. Enfin bon, bref, c'est pas le plus important pour le moment. Et je vais t'expliquer un peu le contexte pour que tu comprennes comment tout s'est passé de mon côté. C'est parti pour le moment témoignage. C'était il y a 3 ans, j'étais dans une phase de développement personnel assez intense. En fait, ça fait depuis des années, au moins depuis mes 16 ans que je fais ce travail-là. À la base, c'était juste pour des petits soucis de confiance en soi, pour se remettre de la rupture amoureuse, des choses comme ça, des choses assez lambda que tout le monde vit et c'était juste pour m'aider à me sentir mieux et évoluer. Il faut savoir que j'ai une mère qui s'est toujours intéressée à la spiritualité, aux choses paranormales, qui m'a toujours parlé de réincarnation, d'âme, de karma, etc., etc. C'est quelque chose voilà, qui a toujours fait partie de mon quotidien. Mon père, lui, est beaucoup plus terre à terre, il a une vision de la vie beaucoup plus scientifique, et ce qui fait que j'ai hérité un peu de ces deux versants. Donc ça m'a permis d'avoir quand même un esprit ouvert, de me dire, bah, il y a peut-être des choses qui se passent qu'on voit pas, qu'on a du mal à expliquer, mais qui sont là. Et d'un autre côté, j'avais ce côté un peu plus intellectuel de mon père, je sais pas si c'est le mot intellectuel, mais voilà, de plus chercher à comprendre comment, pourquoi. Un côté un peu plus analytique, en fait. Mais je penchais quand même plus du côté de ma mère et j'avais commencé du coup à faire un travail sur moi et à développer mes capacités énergétiques, spirituelles, à essayer le magnétisme, à vouloir faire plus de méditation, des choses comme ça pour être plus élevée spirituellement. Je rigole parce que au moment où c'est arrivé, j'étais vraiment dans cette quête de vouloir m'améliorer tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'étais vraiment dans une quête assez intense. Et en même temps, il y avait cette petite odeur qui venait, ce petit ego spirituel qui s'est bien implanté chez moi et qui avait bien germé, bien grandi, qui avait fait de belles fleurs. Et du coup, sans m'en rendre compte, sans vouloir me l'avouer bien sûr, mais j'étais entrée un peu dans une phase où je me sentais un peu meilleure que tout le monde, tu vois, en mode moi je suis connectée, moi je ressens des choses, moi je sais mieux que les autres. Je disais pas, hein, parce que bon, l'ego il est aussi là pour faire oh, je suis pleine d'humilité. Bref, tu vois bien le genre. Donc oui, ça me fait rire parce que j'étais vraiment là-dedans, mais je voulais pas me l'avouer. Et malgré tout ce que je faisais, oh, bizarrement, ça n'allait toujours pas mieux. Au contraire, même j'avais des angoisses qui commençaient à revenir quand j'étais jeune, vers la vingtaine. Je faisais pas mal de crises d'angoisse en fait. Puis j'ai réussi à les gérer, c'est passé. Et là, elles revenaient. Après des années sans. Donc j'étais, ah mais comment ça se fait? Pourquoi j'ai des crises d'angoisse de nouveau? Et donc j'ai été voir une psychologue qui fait de l'EMDR. Si tu ne sais pas ce que c'est l'EMDR, je ne vais pas l'expliquer ici, ça va être beaucoup trop long, je te laisse te renseigner. Il y a plein d'informations là-dessus. Mais c'est une forme de thérapie quoi. Et je savais que depuis très longtemps, pour moi, ma plus grande peur, et d'ailleurs je pense que je vais faire une super vidéo là-dessus, super, je sais pas si elle est super, mais en tout cas je vais faire une vidéo là-dessus, sur la peur de la mort parce que c'est très intéressant
voilà, comme truc à aborder, comme sujet à aborder. Et donc j'étais là-bas en me disant, bah tiens, je me sens prête, tu vois, j'avais mon ego spirituel qui était au top, développement personnel à fond. On fait 2 séances, je crois, donc ça se passe relativement bien, mais finalement, sans m'en rendre compte, ça a commencé, je pense, à débloquer des trucs. À cela s'ajoutait que je bossais beaucoup. J'étais pas forcément épanouie dans le boulot que je faisais, ni dans la ville où j'étais. Et je faisais pas mal d'insomnie, ce qui fait que j'étais claquée. En fait, je dormais pas bien la nuit, les journées étaient assez stressantes pour moi. Je suis rentrée dans le cercle vicieux et sans me rendre compte, je pense que j'étais vraiment à ça du burn-out, quoi. Donc ce soir-là, quand j'ai pris de la marijuana, c'était dans cet objectif de m'apaiser, de m'aider à dormir. Alors bien sûr, j'ai essayé plein d'autres choses avant parce que j'étais à ce moment-là en plein dans mes études de praticienne en santé naturelle, donc j'avais déjà pas mal de connaissances, que ce soit au niveau des plantes, des huiles essentielles, des points d'acupression, des méthodes de relaxation, que ce soit la cohérence cardiaque, les méditations, les musiques, machin. Bref, j'ai fait ça un peu en dernier recours, sachant que j'en parle, je crois, dans la vidéo qui parle des 4 points importants, il y a une partie qui est sur la marijuana où j'en parle un peu plus précisément. C'est pour moi une plante que je considère sacrée, qui peut être extrêmement utile dans une démarche de développement personnel ou même de guérison, mais à prendre avec beaucoup de pincettes, avec beaucoup de précautions, avec beaucoup de respect. C'est pas quelque chose, à mes yeux, avec lequel on devrait jouer, je l'explique mieux dans l'autre vidéo. Donc je vais pas m'étaler sur le sujet, mais voilà, juste pour dire que là, en l'occurrence, pour ma part, quand j'en ai fumé, c'était peut-être pas la meilleure idée, et en même temps, c'était peut-être la meilleure idée. J'avais sûrement besoin de ça pour avoir le déclencheur de ma nuit noire de l'âme. Donc je fume dans cet objectif de m'apaiser. En plus je vapote parce que moi la fumée, enfin je supporte pas la fumée de cigarette. Je suis pas quelqu'un qui prend beaucoup de choses pour modifier son cerveau. Enfin ça m'est arrivé des fois, mais c'est très très rare. Même l'alcool j'en bois pas énormément, ça m'arrive, mais ça reste quand même occasionnel. Donc voilà, ça fait pas partie de mon style de vie principalement. C'est pas quelque chose dont j'ai l'habitude. Je préfère le préciser. Je sais pas si c'est important, mais je le précise quand même. Et si toi tu fais partie de ceux qui en fument beaucoup, c'est ton choix. Il n'y a aucun jugement là-dessus. J'explique juste moi comment je fonctionne. Voilà. Donc je fume et là, je commence à me sentir pas bien, je commence à m'angoisser. Alors du coup, je décide d'aller me coucher. Je me dis bon, ça va passer. Je m'allonge dans mon lit. Et mon cœur qui commence à... Je sens mon esprit entrer en ébullition et je me dis, bon, Céline, calme, tu connais, tu sais accueillir tes émotions, tu sais que ton esprit cherche à t'amener quelque part, laisse-le faire. Bah oui, et ben mon esprit s'est envolé, il a été voir des choses super sympathiques, il est parti loin. Résultat, la plante qu'elle a fait avec en plus le travail que je faisais avant, elle s'est dit, bah tiens, elle est prête à aller plus loin. On va lui donner ce qu'elle veut. Bah oui, elle se considère prête. Allons-y. Elle a ouvert la petite porte où toutes mes peurs et fausses croyances étaient enfermées bien cachées dans mon inconscient. Elle a fait whoop, elle a ouvert la porte et là, elles se sont toutes engouffrées dans mon conscient. Et d'un coup, j'ai eu plein de prises de conscience de plein de choses qui me faisaient peur, mais que j'esquivais depuis de longues années. J'en parle dans d'autres vidéos, notamment celle sur André Charbonnier et aussi celle sur le lâcher prise. Mais l'ego, je sais que l'ego on le voit souvent comme le grand méchant, il faut presque taire, enfin je sais pas, c'est un peu l'ego, le mental, c'est un peu les méchants, j'ai l'impression de notre psychologie, alors qu'en fait non, l'ego, enfin pour moi ego et mental c'est la même chose, j'utilise deux mots mais je sais pas si... Pour moi c'est la même chose. Le mental, il va utiliser des stratagèmes quand tu es jeune pour te permettre de mieux vivre certains traumatismes. Et en fait, il a vraiment un rôle protecteur à la base. Sauf que quand tu grandis, tu es censé être capable d'affronter ce que petit, tu ne pouvais pas. Et en fait, le problème, c'est qu'on n'est tellement pas habitué dans notre société actuelle, en tout cas en France ou même en Europe, mais surtout en France en fait, on n'est quand même pas habitué à faire face à nos émotions, à les regarder, à s'écouter, etc. Donc en fait, le mental, il a mis vraiment beaucoup de choses derrière en se disant, bah, il est pas prêt à l'affronter, on verra ça plus tard.
Donc en fait, on le voit souvent comme le grand méchant, mais en réalité, c'est quand même quelque chose qui a été créé pour nous protéger à un moment donné. Moi, je le diabolise pas autant. En tout cas, j'ai arrêté de le diaboliser. Je le remercie même. Je sais qu'il a été là pour m'aider à un moment donné dans ma vie et que maintenant, c'est mon rôle de lui dire. C'est bon, j'ai envie de voir ce dont tu me protégeais avant, je me sens prête. Est-ce qu'on peut travailler ensemble pour réussir à faire cela? Donc je suis là dans mon lit, j'ai les premières prises de conscience de choses dont je me voilais profondément la face qui remontent et notamment je vais commencer à faire face à des peurs extrêmement profondes. Et ce qui est fou à ce moment-là, c'est que je sens vraiment au moment où la plus grande peur m'impacte, une partie de moi qui sort de ma tête, mais vraiment au niveau énergétique. Alors ceux qui sont peut-être pas là-dedans auront du mal à saisir de quoi je parle, mais ceux qui s'y connaissent ou ont expérimenté ça vont très bien le comprendre. Mais c'est vraiment cette sensation qu'une partie de toi part. Et à partir de là, j'ai vraiment perdu le contrôle sur mes pensées. Je me suis posé plein de questions. Mais c'est quoi l'éternité? J'ai commencé à avoir très peur de cette notion d'éternité. Et d'ailleurs, c'est le nom d'une phobie qui est l'apeirophobie. c'est un nom assez sympathique, mais la peur en elle-même ne l'est pas du tout. J'ai commencé à me demander c'était quoi le but final de tout ça. C'était si c'est effectivement de rejoindre la source, le nirvana, le paradis, et d'y être éternellement, je me disais mais c'est quoi le but et qu'est-ce qu'on va faire? On va pas se faire chier une fois là-bas, tu vois. Enfin, plein de peurs qui peuvent paraître pour certains amusantes, pour d'autres pas, enfin peu importe, je sais pas, mais moi c'était vraiment viscéral quoi, c'était des prises de conscience, je me disais, ça me faisait remonter des choses très très fortes. Pareil, j'ai pris conscience que un jour j'allais mourir. Alors bien sûr, on le sait là d'un coin vite fait, mais la différence là, c'est que je réalisais que c'est quelque chose que j'allais vivre un jour et que j'avais aucun moyen d'y échapper. Et ça, c'est quelque chose littéralement où je me voilais la face, mais tellement, tellement. Je pense qu'une partie de moi réussit à se convaincre, je ne sais pas par quel moyen, que j'arriverais à être immortelle dans ce corps, dans cette vie, je sais pas. Et en fait, d'un coup, là, c'est une de mes grandes illusions, je pense vraiment une de mes plus grandes illusions qui s'est effondrée et qui m'a dit hé hey, cocotte, faut arrêter de croire un peu n'importe quoi là, il faut regarder en face, tu vas mourir un jour. Et de là, c'est arrivé plein d'autres questions, mais est-ce qu'il y a vraiment quelque chose après la mort? Et puis comment ça se passe? Et s'il n'y a rien? Comment l'univers peut exister? Comment je peux exister? Est-ce que je suis réelle? Est-ce que ce que je vis est réel? Est-ce que tout... est-ce que ce que je vis est une illusion? Est-ce que... Enfin, vraiment plein de questions très angoissantes. Je ne sais pas expliquer. En fait, quand j'en parlais à d'autres personnes qui psychologiquement étaient très stables, ils comprenaient pas ou ils trouvaient ça presque idiot comme question, genre bah, comment tu peux croire que tu n'existes pas, t'es là, comment tu peux croire que tout ça c'est qu'une illusion, alors tu le sens bien, tu le touches, etc. Tu vois, pour eux ça leur paraissait assez bizarre en fait de douter de ce genre de choses. Mais moi quand je le vivais, c'était viscéral et il n'y a rien qui réussissait à me faire penser autrement et c'est ça qui était très angoissant. Et du coup, bah, j'ai quand même réussi à m'endormir ce soir-là, mais quand je me suis réveillée le lendemain, bah, les questions étaient encore là et c'est comme si je ressassais tout le temps, toutes les minutes, toutes les secondes, les mêmes questions. Et quand je trouvais des réponses à ces questions qui me convenaient plus ou moins, d'autres arrivaient. Et en fait, c'est comme si mon mental était tout le temps en train de se questionner sur des choses, en train d'avoir peur de certaines choses. Enfin, je pourrais pas expliquer tout ce qui m'est passé par la tête. C'est pas possible parce qu'il y avait trop de choses. En fait, c'est vraiment ça. C'est toutes mes peurs qui ont jailli en même temps, qui sont arrivées au niveau du conscient, mais vu qu'elles étaient toutes ensemble, c'était un bordel sans nom. Et en fait, je m'y perdais. Quand j'arrivais à lâcher une peur, il y en a une autre qui venait. Quand j'arrivais à la lâcher, puis il y en avait une autre. Et en fait, j'étais dans ce brouillard psychologique hyper fort. Et à côté de ça, avec ces prises de conscience qui m'ont mis plus bas que terre, j'ai perdu totalement le sens de la vie. En fait, d'un coup, je croyais plus en rien. J'étais juste une loque en fait, en mode, il n'y avait plus rien qui me semblait beau sur la vie, tout me semblait juste horrible. Les gens que j'aimais, pour moi, valaient pas mieux que des cadavres ambulants. J'arrêtais pas de me dire, mais de toute façon, ils vont mourir, je vais les perdre, un jour je serai plus avec eux. À quoi bon m'accrocher, à quoi bon vivre si de toute façon je vais finir par tout perdre. Enfin, c'était vraiment un état de désolation
intense pour moi, au niveau psychologique, c'était presque la même chose que si on m'avait annoncé que demain j'allais mourir et que toute ma famille et tous mes amis et tous ceux que j'aime étaient morts et que, enfin, je sais pas, c'était presque pire que ça. Enfin, c'est vraiment difficile à décrire, mais je sais que si tu me regardes, tu peux te dire, ah, c'est quand même un peu exagéré, personne n'est mort, etc. Mais au niveau émotionnel, pour moi, qu'il soit réellement mort ou pas, c'était la même chose. Il n'y avait pas de distinction. Pour moi, c'était pareil. Et c'est ça qui était terrible à vivre. J'ai vu plein de psychologues, j'ai vu un psychiatre, j'ai vu plein de personnes à ce moment-là quand c'est arrivé. J'ai essayé de continuer à travailler. 2 mois après, j'étais plus bactère. J'ai appelé ma mère. Je lui ai dit, maman, il faut que je vous retrouve parce que sinon je vais me suicider. À partir de là, j'ai quitté mon boulot, j'ai rejoint mes parents à la campagne, j'ai commencé à suivre d'autres thérapies qui ont commencé, elles, à me sortir petit à petit de cet état. Il faut savoir que durant cette période, qui était aussi impressionnante, souvent dans ceux qui travaillent avec l'énergétique et le spirituel, ils vont parler de taux vibratoire, de niveau de conscience, etc. Et souvent, plus tu vibres haut, plus c'est chouette, plus t'es en bas, plus c'est la merde. Et ben là, en fait, ce jour-là, ce moment-là me fait dire qu'effectivement, c'est une réalité parce que j'étais tellement plus bactère que littéralement, ma vision, en fait, avait changé. Les couleurs avaient disparu. Pour moi, je voyais presque plus les couleurs, tout était sombre. C'est comme si j'étais un peu dans le pénombre, mais tout le temps, mais physiquement, je le vivais, c'était pas juste une impression. J'ouvrais les yeux, je regardais, le soleil me paraissait agressif, je m'en rappelle, j'avais l'impression qu'il m'agressait la peau, les nuages me paraissaient menaçants. C'était vraiment un état particulier. Crois-moi, t'as pas envie que ta conscience elle se retrouve au plus bas, quoi. Sans parler d'avoir ces sensations d'être des fois possédée par des entités, de vivre des épisodes qui me faisaient penser à de la schizophrénie, à de la bipolarité, parce qu'il y a des fois j'étais super bien, et puis je plongeais, puis super bien, et puis je plongeais. J'arrivais plus à bien distinguer quand j'étais dans le monde réel ou dans un rêve. C'était vraiment très flou la frontière entre les deux. J'ai vécu de forts épisodes de dépersonnalisation et de déréalisation. Enfin, c'est très angoissant. En fait, c'est vraiment ça, c'est que j'avais l'impression de perdre totalement l'esprit. Au-delà d'avoir la peur de mourir, j'avais la peur de devenir folle. C'était affreux, affreux. Mais malgré tout, ma peur de la mort, c'est un peu ce qui m'a sauvée parce que j'en avais tellement peur que c'est ça qui m'a un peu empêchée de me dire bon je vais me suicider quoi. C'est genre ouais, mais en fait j'en ai peur. Je vais peut-être essayer de de trouver une solution pour m'en sortir dans cette vie, pour me libérer de cette peur. Comme ça, le jour où ça arrivera, je serai un peu plus sereine. Mais c'est pas le moment. Et j'ai gardé toujours ce petit espoir que si je vivais ça, c'est qu'il y avait une raison. Il fallait que je la trouve, il fallait que je me batte. Mais c'était vraiment pas simple. Et ce qui m'a aidée pour le coup, c'est d'avoir un entourage très présent, d'avoir eu les moyens de faire plein de thérapies différentes et de trouver celle qui me convenait. Parce que j'en ai essayé plusieurs et toutes ne me convenaient pas et d'autres m'ont très très bien convenu. Combien de temps dure une nuit noire de l'âme? Alors là, je pense que c'est vraiment différent tout à chacun, de tout à chacun, pour tout à chacun. Bref, c'est différent pour chaque personne. Certains vont dire que ça dure quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Moi, personnellement, entre le moment où c'est arrivé et le moment où j'ai commencé à vraiment me sentir réellement mieux, ça a mis 2 ans et demi. Donc c'est quand même un gros laps de temps. Après, ça allait mieux tous les jours un peu. À partir du moment où j'ai trouvé des thérapies qui m'ont parlé, qui m'ont vraiment commencé à fonctionner sur moi, on va dire, c'était beaucoup moins dur. Hein. J'ai pas été au fond du trou pendant 2 ans et demi. Non, c'était progressif. Ça allait de mieux en mieux, de mieux en mieux, jusqu'à ce que j'arrive à l'état à peu près que je suis aujourd'hui, où je vis parfaitement normalement. Maintenant, je sais qu'il me reste quelques blocages que je continue à aller voir avec les thérapeutes quand ça ressort, mais ça n'a pas du tout le même impact qu'à l'époque. C'est revenu de manière très équilibrée, très gérable. J'ai retrouvé une vie normale, je dirais pas comme avant. Je pense qu'elle est mieux qu'avant parce qu'elle est beaucoup plus... Bon, en fait, elle s'est reconstruite sur des bases solides. Elle est beaucoup moins bercée d'illusions, de fausses croyances et tout ça. Donc moi, je la trouve mieux, je trouve que je suis plus authentique, j'ai une meilleure vision de moi-même. Ça m'a fait exploser, mais en fait, ça m'a permis de me reconstruire et d'évoluer effectivement énormément. J'ai aussi développé une conscience spirituelle, c'est-à-dire
que maintenant je crois plus tout ce que je lis, tout ce qu'on me dit et tout ça. Je m'informe, je continue à m'informer. Mais par contre, maintenant je vais toujours chercher les réponses par moi-même. Je fais mes propres expériences et je me fais mon propre avis sur la question. Et ça, c'est très différent. En fait, j'évite du coup de me créer de nouvelles fausses croyances. Je me dis, ok, j'entends ça, comment je pourrais essayer de découvrir vraiment ce que j'en pense, de me faire une expérience, etc. Et je fais ce qu'il faut pour. Du coup, ce qui fait que ce que je construis moi, j'ai construit sur mes expériences, ce que j'ai vécu, ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vu, etc. Et c'est fabuleux. C'est vraiment chouette. Enfin, la nuit noire de l'âme, quand tu y es, en général, tu te dis que personne ne peut souffrir autant que toi. Tu as vraiment l'impression que c'est toi qui vis la plus grande souffrance donnée. En tout cas, moi, c'était mon cas. Et c'est bien que quand des personnes te disent qu'elles ont vécu la même chose ou qu'elles traversent la même chose, tu les crois pas. Tu dis non, tu souffres pas autant que moi, c'est sûr. Mes peurs sont bien plus importantes que les tiennes. Mais là, c'est encore l'ego qui cherche à avoir la meilleure place, même si c'est dans le fin fond de ta merde. Tout ce que je sais, c'est que moi, à l'époque, je m'étais dit que si je réussissais à m'en sortir, c'est que tout le monde pouvait s'en sortir. Je ne sais pas si c'est vrai. Et que je témoignerais justement de ce que j'ai vécu. Je partagerais ce qui m'a aidé moi. Et je chercherai à aider aussi ceux qui traversent la même chose. Je sais à quel point c'est dur de vivre quelque chose comme ça. Je sais à quel point on peut penser qu'on s'en sortira jamais, que c'est foutu pour nous, que vraiment, on a l'impression de vivre un anéantissement total. Et je sais que tu t'en rends pas forcément compte. Enfin, je sais pas, peut-être que si, mais en tout cas, moi, je m'en rendais pas du tout compte. Et qu'en entendant ce que je vais te dire, tu vas avoir envie de me taper. En tout cas, moi, quand on me l'a dit, j'avais vraiment envie de secouer la personne et dire non, mais t'entends ce que tu me dis? Non, mais comment tu peux me dire ça? C'est une chance ce que t'es en train de vivre. C'est une putain de chance. C'est un gros coup de pied au cul qui fait hyper mal, que tu souhaiterais ne jamais vivre. Limite, t'aimerais faire demi-tour et revenir dans ton monde d'illusions que t'étais avant. Moi, je l'ai souhaité 1000 fois. Je me suis dit, mais j'aurais préféré ne jamais rentrer dans ce truc de développement spirituel, spiritualité. Mais quelle merde! J'aurais dû laisser, j'aurais dû rester dans mon illusion comme avant. Voilà, au moins je vivais, peut-être pas en étant extrêmement heureuse, mais quand même, c'était bien d'être dans mon petit monde d'illusion. Non, c'est une super chance parce que déjà, si tu le vis, c'est qu'il y a une partie de toi qui avait envie de le vivre, même si tu n'en as pas conscience. C'est qu'elle est en sait capable. Tu vas permettre de te libérer quand même de peurs qui datent d'années, voire même de siècles, parce que tu hérites quand même aussi des choses de tes ancêtres, etc. Le transgénérationnel, c'est quelque chose de sympathique pour certains trucs. Bon, il y a des choses positives, hein, toujours, mais il y a quand même des choses un peu plus costauds qu'il faut évacuer. Mais pour ton âme, c'est une occasion incroyable d'évolution. C'est vraiment le moment qui va te permettre de te libérer de choses extrêmement lourdes pour accéder à ta lumière originelle, à ton être dans toute ta pureté. Et crois-moi, c'est quelque chose de très beau qu'il y a à l'intérieur de toi. Même si tu ne crois pas, hein, je sais quand tu vis ça, mais moi j'avais tellement des prises de conscience sur moi-même, sur mon ego. Je me disais, mais je suis vraiment qu'une pauvre merde, je suis une égoïste, je suis horrible, je suis une hypocrite, je suis, voilà. Bref, tout ce que tu peux te traiter de très sympathique, quoi. Beaucoup d'amour, hein. C'était une période où je m'envoyais beaucoup d'amour. Mais c'est l'occasion de te rendre compte à quel point tu es plein de beauté, de ressources, de grandeur en toi. Mais pas de grandeur en mode je suis au-dessus de tout le monde. En fait, non, c'est la grandeur qui est en toi et que tu te rendras compte que tout le monde a cette pointe de lumière en lui, cette grandeur qui sommeille en lui, mais des fois qui est tellement écrasée par toutes les peurs et les illusions. Mais c'est quand même là, toujours. Garde ça en tête, c'est ton cap de te dire que malgré ce que tu vis, que tu as l'impression que c'est un enfer, que c'est un cauchemar éveillé, parce que oui, c'est vraiment la sensation que tu peux ressentir, moi c'est ce que j'ai ressenti, dis-toi qu'après tout ça, quand tu auras mis en place les démarches, quand tu auras trouvé les méthodes qui te conviennent pour commencer à déclencher le processus de libération, de reconstruction, et bien quelque chose de merveilleux t'attend. Et si tu doutes, moi je te le dis, tu peux y arriver. Je sais que parfois
tu seras plus bas de terre, tu diras que non, que t'en peux plus, que tu as envie de baisser les bras. C'est normal de passer par des étapes comme ça, mais c'est important de bien s'entourer, c'est important de voir des thérapeutes, d'en parler, de communiquer, d'échanger des messages, et c'est ça qui va te maintenir la tête hors de l'eau. Et du coup, il faut aller chercher les moyens pour t'aider à remonter, reconstruire sur des bonnes bases. C'est une grande aventure qui commence. Vois ça comme une quête. J'en ai pas parlé plus tôt, mais moi personnellement, je me suis fait aider au début d'un psychiatre et j'ai utilisé des médicaments. Du coup, je sais plus c'est quoi le nom, faudrait que je le retrouve, mais c'était des trucs pour apaiser les angoisses, etc. Personnellement, j'étais totalement anti-médicaments, anti-dépresseurs, anti tout ça, et j'ai changé d'avis quand j'en ai eu besoin. Après, pour moi, ça reste comme une béquille et c'est ça qu'il faut garder en tête. C'est des choses qui, quand tu es au plus bas, qui peuvent t'aider à apaiser, à un peu calmer le cerveau qui en surchauffe. Et sincèrement, ça peut te sauver la vie. C'est pas quelque chose à diaboliser. Je sais que je le faisais en tout cas beaucoup. Sincèrement, quand j'étais au plus bas, ça m'a vraiment aidé. J'ai eu la chance de réussir à m'en passer assez rapidement et d'en avoir pris très peu. Mais je peux comprendre qu'il y en a qui en ont besoin plus longtemps, mais il faut juste garder en tête que c'est une béquille. C'est quelque chose qui va te donner un coup de pouce. Par contre, il faut vraiment chercher des méthodes ailleurs pour te reconstruire, pour finalement qu'un jour la béquille, t'en aies plus besoin parce que ça y est, t'auras trouvé suffisamment de ressources en toi pour t'en passer, pour aller mieux et pour revivre une vie pleine de joie. Tu verras dans les vidéos que j'ai déjà sorties les différentes méthodes que j'ai utilisées qui pour moi ont super bien fonctionné. Il y en a eu plusieurs, il n'y en a pas une. Alors pareil, on n'arrête pas de me dire mais tu t'éparpilles, il faut que tu te suives une méthode et que tu la fasses à fond, là t'en fais plein, tatati tatata. À ces gens-là qui te disent ça, tu leur dis bien gentiment d'aller voir ailleurs si tu y es, hein. Écoute ton intuition. Si tu as besoin de plusieurs formes de thérapie, fais plusieurs formes de thérapie. Moi, elles m'ont toutes apporté des choses différentes et elles ont été extrêmement complémentaires les unes avec les autres. Après, moi, j'ai fait des thérapies qui sortent des sentiers battus, qui ne conviendraient pas à tout le monde. J'en parle, c'est ces méthodes qui m'ont aidé moi. Peut-être que toi, c'est pas du tout celles-ci qui t'aideront, c'est pas celles-là par lesquelles tu es attiré. Et c'est vraiment, là, je te conseille, ton intuition dans ces moments-là, elle est toujours présente. Même si tu t'entends tout petit peu, elle est là. Et du coup, mon conseil, c'est de vraiment essayer de t'y connecter le plus possible, tu vois, même si c'est une très légère connexion, et de l'écouter et d'aller vers les méthodes qui te parlent, où tu te sens bien, où tu sens que ça a un effet sur toi. Et parfois, tu vas essayer quelque chose et ça va pas fonctionner. Et continue quoi. T'arrêtes pas de chercher. Il y a forcément une méthode dans toute cette qui existe qui va t'aider. Que ce soit des livres aussi, moi, des fois c'est juste des... Enfin, juste, non. C'est souvent les thérapies qui m'ont aidé, mais il y a des livres qui m'ont quand même bien aidé aussi à rebondir. Donc, pour moi, mon conseil final, c'est de jamais arrêter de chercher une solution. Elle est quelque part. Donc moi, je te parle des miennes, de celles qui m'ont aidé. Peut-être que l'une d'entre elles ou toutes vont te parler et tu auras envie de les faire. Ou peut-être qu'elles vont pas te parler, mais elles vont peut-être te dire « Ah, il y a un truc intéressant, mais moi j'ai besoin d'un truc plus comme ça. Tiens, est-ce qu'il n'existe pas une forme de thérapie tatata ?» Et à toi de faire des recherches. Moi, j'en ai fait beaucoup de recherches et j'ai essayé beaucoup de choses. C'est vraiment à toi de trouver ce qui te correspond. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle a été un peu plus complète que la précédente, en tout cas elle est plus longue, ça c'est sûr. Si tu as des questions, que tu as envie d'avoir des informations supplémentaires, que tu as envie de partager toi-même ton expérience, peut-être que tu es passé par là, que tu as essayé d'autres méthodes que moi j'ai pas essayé mais qui ont fonctionné sur toi, peut-être que tu es en train de traverser ça et que tu as besoin d'en parler, surtout n'hésite pas. J'ai créé cette chaîne pour ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur donc ça sera avec plaisir. Je suis sûre que les personnes qui ont traversé ou traversent la même chose que toi seront heureux de partager entre eux, de donner leur petit point de vue, etc. Ensemble, on est plus fort. Et surtout, gardons beaucoup de bienveillance, de respect, d'amour le plus possible dans les commentaires. Gardons tous l'esprit ouvert. On n'est pas là pour prouver qui a tort, qui a raison. On est là vraiment pour partager, pour essayer de s'aider les uns les autres. C'est vraiment cet objectif. En tout cas, c'est l'objectif de ma chaîne. Sur ce, où que tu sois, qui tu sois, si tu traverses ça ou autre, je te souhaite beaucoup de courage. Je te souhaite surtout
beaucoup de belles choses à venir. Si tu vas bien et que les papillons chantent, les oiseaux chantent, les papillons volent, butinent. Et ben écoute, profite de tout ça. Moi je te fais des gros bisous, je te dis à bientôt. Passe une très très belle journée.